Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci à vous de regarder ce nouveau numéro Écho de Paris. Alors là, je suis sérieuse parce que le sujet qu'on va aborder, c'est le sujet récurrent, c'est la question récurrente, c'est pourquoi ces personnes-là, pourquoi nos compatriotes décident, contre vents et marées, de quitter leur pays natal pour venir affronter, pour traverser les mers, les déserts, d'immenses difficultés pour atterrir dans ce qu'on considère encore aujourd'hui comme l'Eldorado, l'Europe. Alors pour en parler, c'est un personnage, il s'appelle Bertil Kamit, son nom de naissance c'est Bertrand Sicadi, il vient nous raconter son témoignage et ce témoignage justement il l'a traduit à travers ce livre, donc Sicadi Bertrand dit Berti le Kamit, folie et calvaire des migrants. Berti le Kamit, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Bon, alors nous ici on a peur. Hein. On a peur parce que Pourquoi? Quand un Africain parle de panafricanisme, parle de développement de l'Afrique, parle d'ancestralité, quand un Africain est activiste, ça fait souvent peur. Vous ne devrez pas avoir peur, hein. Vous ne devrez pas avoir peur parce que l'activisme, ça a un très très bon côté. Il faut bien rappeler que grâce à l'activisme, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé en Afrique. Quoi par exemple? Beaucoup. Les différentes dictatures qui sont parties. Il y a aussi derrière, on peut parler par exemple du cas du Burkina Faso, il y a des mouvements activistes derrière, il y a plusieurs mouvements, il y en a marre, il y a Balai Citoyen, il y a beaucoup de mouvements en Afrique. Il ne faut pas oublier que même les plus grands de l'époque étaient aussi des activistes. Hein. Tout à fait. Mandela était un poseur de bombes, Mandela était un activiste, Oumyobé, père de l'indépendance de notre pays, le Cameroun, était également un activiste. Ils sont nombreux sur le continent. Et les activistes ont une posture. Hein. Regardez Bertil Kamit, j'aime bien son doigt presque accusateur. Donc, parce qu'en fait, pour les activistes, c'est oui ou c'est non. C'est toi le mal absolu, moi je suis pour la vérité. Et il y a un jusque-boutisme que je comprends, parce qu'on est dans un combat où il faut qu'on s'impose, mais en même temps, parfois, ça peut déborder. Ça, je comprends, mais c'est pas moi personnellement, hein, c'est pas ce que je prône. Oui. Même si à un certain moment, il faut des actions coup de poing, il faut parfois aller un peu plus loin pour faire comprendre certaines personnes, notamment certains gouvernements, qui ne comprennent que le langage, par exemple, de la violence. Oui. Voilà, malheureusement. Mais mon souhait, personnellement, c'est pas qu'on en arrive là, mais s'il faut le faire pour faire bouger les lignes, pourquoi pas. Oui. Alors, est-ce qu'on devient activiste par rapport à ce que tu as vécu, ou alors on l'est naturellement parce qu'on voit que ça ne va pas et qu'on a vraiment envie de s'activer justement pour changer les choses? Je pense que c'est beaucoup plus quelque chose qui part de très loin. Je pense que quand on déteste les injustices, on ne peut pas toujours laisser faire sans dire quelque chose. Pour mon cas, je suis tout petit déjà. Moi, j'étais toujours contre ces injustices. Dans le livre, d'ailleurs, j'en parle. Donc, après ça, j'ai été à l'école comme tout le monde. J'ai fait mon petit parcours. Une fois à l'université, j'ai dû arrêter à cause de toutes ces difficultés. Je suis parti à l'aventure carrément. Je me suis jeté dans le vide du Cameroun jusqu'à Paris aujourd'hui, qui était mon point de chute. Je suis arrivé là en 2014. Donc, pour moi, après avoir subi tout ce qui se passait, tout ce que j'ai subi en tout cas, mes camarades également avec, entre le Cameroun et mon point de chute qui est Paris, il fallait bien sûr raconter, mais aussi m'engager. Oui. Pour pas que ce genre de choses, n'est-ce pas, c'est clair qu'il n'y aura pas d'immigration zéro. Je ne vais pas faire le miracle à ce niveau, mais au moins c'est déjà sensibiliser, porter la cause et tout, et faire en sorte déjà, moi, ma première question avant de présenter mes experts qui écoutent attentivement, c'est pourquoi on décide de partir quand on sait, quand on voit les images des migrants, quand on voit la barrière Europe, quand on voit l'Europe dit non en fait, elle ne veut plus de migrants. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le Cameroun? C'est quoi les motivations? Les motivations sont les mêmes. Hein. Il y a beaucoup de jeunes à travers le continent, des millions de jeunes d'ailleurs, qui subissent les mêmes
les mêmes conditions, qui subissent les mêmes difficultés au quotidien. Je ne suis pas parti du Cameroun parce qu'il y avait une guerre. C'est justement parce que je n'arrivais pas à me projeter, comme beaucoup de jeunes, me projeter dans ce pays-là où il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avenir. Pour 50 000 francs, soit 80 €, pour trouver un petit boulot dans le coin, il faut passer par l'oncle de la tante de je ne sais qui. C'est ce genre de problème-là qu'on a chez nous. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je n'ai pas d'avenir dans ce pays, je préfère anticiper. Et je vais prendre la route. Et surtout, est-ce que tu mesures les obstacles? Enfin, quand tu dis, je vais prendre la route, ça, c'est d'abord une préparation? Oui, mais je n'étais pas... Alors déjà, je n'étais pas suffisamment informé à l'époque. Oui. Je savais tout simplement... On est en 2014, c'est ça? Non, on est en 2011. 2011, oui, mais déjà avant ça, j'avais un grand frère, mon oncle d'ailleurs, qui vivait à Brazzaville, dans un quartier de Douala. Et il était revenu chez nous, parce que moi, je suis de la campagne, je suis de Njombe Pédja. Et donc, quand il revient, il avait des espèces de trajets. Et moi, quand j'avais pris à côté, je regardais tout le temps Cameroun et Italie, Cameroun et Espagne, il y avait des choses comme ça. Et puis ça a commencé à nourrir ce désir de partir. Ce désir de partir. Et maintenant, ajouté à tout ce qu'il y a comme difficulté et tout, j'ai finalement décidé de partir. Mais je n'avais pas encore suffisamment mesuré tout cela. Et étant en route, on s'est dit, comme tout migrant, on se dit, bon, ça va être difficile, mais j'aurai quand même ma chance. Pas au point que... Voilà, j'aurai quand même ma chance, je vais pouvoir. Et plus le temps passe, plus on avance, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix. On va y revenir. Nico Fendi, Patrice Diancé, bonjour. Messieurs, merci d'être là, mes chers experts. Est-ce que vous pourriez vous présenter? J'aime bien quand vous vous définissez vous-même. Nico Fendi. Nico Fendi, comme tu l'as bien dit, commentateur politique et sportif. Très heureux aujourd'hui de recevoir Bertie Le Camit, Bertrand Sikatich. Donc il a beaucoup à nous dire. Oui. Il a un parcours très riche, c'est une personne haut en couleur. Et c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est un plaisir de le recevoir. Et j'ai beaucoup de questions à lui poser. Plaisir partagé. On verra dans quelques semaines. Il fait trembler les murs. C'est bien, on aime. Patrice Diancé. Moi, Patrice Diancé, plus passionné de géostratégie africaine. Le monde des affaires. Et du monde des affaires. Parler du climat des affaires et des milieux des affaires dans un contexte africain et diasporique. Bon, messieurs, il est à vous. Maintenant, je vais me faire cuisiner. Mais non, c'est plutôt moi qui cuisine, parce qu'il y a la calebasse aussi qui attend. Ils vont te cuisiner à leur manière, effectivement. Nico. Je suis prêt. Bertie, alors donc tu as traversé... Bertie, le Camit. Que tu as traversé une multitude d'épreuves avant d'arriver en France. Quand tu es arrivé donc, en 2014, quelle fut ta première impression? Très belle impression. On est tous on est francophones, donc quand on voit cette France-là, depuis le Cameroun, c'est la France qui fait rêver, c'est Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est tout ce qui va avec. Donc une fois à Paris, je suis émerveillé, comme tout jeune Africain qui arrive et puis qui voit c'est beau, partout il y a ce luxe-là. Mais après, je commence à faire face aux premières difficultés, parce qu'avant ça, je passe pratiquement 4 mois en Espagne, dans des conditions quand même assez particulières. Et une fois arrivé à Paris, je me dis, bon, je vais quand même tenter ma chance à Paris. Je parle mieux la langue, même si je parle un peu espagnol. Mais en France, vraiment, on est plus habitué à ça parce que c'est la culture française et tout. On est francophone et tout. Donc, quand j'arrive à Paris, je me dis, bon, je vais commencer par là. Et j'ai commencé juste en bas de la tour Montparnasse. Voilà, puisque je connaissais personne. Et donc, parti de mon pays très jeune, à l'âge de 23 ans, je me suis dit, bon, je me jette dans le vide. Et puis, ça a commencé là. Donc, pour un départ, oui, très belle impression. Et puis, à côté, je faisais face à certaines difficultés, notamment, je ne savais pas où aller. Il faut appeler le 115, j'ai découvert ça. J'appelle le 115 pendant je ne sais pas combien d'heures, on ne me répond pas. Alors, au bout de 3-4 heures, il y a quelqu'un qui me dit, vous êtes un homme, débrouillez-vous. On prend plutôt les femmes et les enfants en priorité. Donc je me retrouve en bas de la tour
Et progressivement, je trouve mon petit chemin par la suite. Voilà. Je crois que le plus dur, c'est l'indifférence des gens, en fait. Qu'est-ce qui est le plus dur, en fait? C'est de se dire, c'est sûr que tu voyais des Africains, comment tu te sentais? Est-ce que tu avais envie de leur dire, aidez-moi, sauvez-moi? Enfin, comment ça se passait? Non, moi je suis du genre à ne pas juger les autres. Oui. Je me plains rarement des autres. Je suis arrivé déjà, j'avais rencontré un papa à qui j'avais pris un de renseignements. Il m'a dit, si vous voulez voir les Camerounais, puisque vous êtes Camerounais, allez à Château-Rouge. Donc je me dirige à Château-Rouge. Et à Château-Rouge, là-bas, on a des Africains qui sont aussi passés par les mêmes chemins, qui sont arrivés ici, pour la plupart, qui ont des difficultés au quotidien. Donc tu arrives, tu découvres cette misère-là comme ça, entre guillemets, c'est compliqué, tu fais face à toutes ces difficultés. Voilà, il y a quand même ce côté-là qui est assez choquant en se disant, mais j'ai fait tout ce chemin pour finalement arriver à Paris. Et retrouver cette misère-là, mentale et même géographique que tu vivais au Cameroun. C'est beaucoup encore pire parce qu'on arrive ici avec les conditions climatiques, il fait très froid. Je suis arrivé, c'était en fin octobre, il faisait déjà froid. Et puis par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de merveilleux qui m'a plutôt ouvert ses portes. Donc à ce niveau-là, je dirais que j'ai eu un peu de chance. Quelqu'un de merveilleux, c'est qui? C'est un tonton de la famille, à qui je passe toujours le coucou, que j'appelle toujours papa. Oui. Voilà. De Victor Dandy. Voilà. Donc je suis arrivé dans ces conditions-là, ça s'est très bien passé. Et par la suite, l'intégration s'est faite progressivement. Mais à ce moment-là, tu pensais à faire de l'activisme? Toujours. Toujours? Puisque j'ai pas commencé à Paris. Déjà au pays, j'étais toujours celui-là qui dénonçait. Même au Maroc, nous avons fait des manifestations, alors à des endroits improbables, des endroits assez dangereux quand même. On avait un frère qui avait été assassiné par, on appelle les militaires marocains. Et puis on avait porté le corps, on est allé manifester dans des quartiers à Tanger, dans la ville de Tanger. Donc ça, ce sont des expériences du Maghreb. On était dans le quartier Mesnana, on était allé manifester pour dire vous arrêtez de tuer nos frères parce que c'en était de trop dans à cette période-là justement. Il y avait peut-être, je crois, 2 avant cela qui étaient morts de la même façon. Donc ça n'a pas commencé ici, ça a aussi commencé non seulement au Bled, il y a eu le côté Maghreb également. Et à Paris, quand je suis arrivé, donc logiquement, quand j'arrive, je trouve des gens comme les Kémy Séba qui sont engagés. Il y a avec son mouvement l'Urpanaf, j'adhère immédiatement. Il y a la communauté camerounaise à l'époque, mais il n'y a pas véritablement quelque chose, parce qu'on est en 2014. En 2016, il y a quand même quelques premiers mouvements qui commencent. On a la sœur Monique Oumatekel, l'image qui a fait le tour du monde. Monique Oumatekel, la femme camerounaise décédée à l'entrée de l'hôpital. Oui. Voilà, on avait opéré pour sortir les bébés du ventre et tout. Donc il y avait eu des manifs à cette période-là. Donc progressivement, c'est comme ça que je me jette jusqu'en 2018. Mais avant ça, j'étais beaucoup plus impliqué dans les combats panafricains, les manifs contre le franc CFA, les bases militaires et tout ce qui va avec. Donc en fait, tu dénonces depuis très longtemps, très jeune, la justice environnante. Avant de passer la parole à Patrice, moi j'ai quand même une question, et moi je pense que ça relève de notre schizophrénie collective. Monsieur Paul Biya, pour ne pas le citer, a fêté ses 90 ans, 41 ans au pouvoir, et sur les réseaux sociaux, on voit l'image de Madame la Présidente du Cameroun, enfin la Première Dame du Cameroun, pardon, avec son époux. Ça aurait été grave. Ouais. La Première Dame du Cameroun avec son époux, belle image, et on voit quand même des Camerounais très fiers, souhaiter longue vie, à la limite même continuer à être au pouvoir. Et dans le même temps, tous les peuples africains, les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Gabonais aspirent à un changement.
est-ce que le problème, c'est pas nous finalement? Parce qu'en même temps qu'on veut le changement, mais on continue à avoir un comportement... Moi, je veux bien qu'on dise bon anniversaire au chef de l'État, c'est tout à fait normal. Mais qu'il y ait des Camerounais qui continuent à souhaiter qu'il soit encore président, là, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Comment tu vois ça? C'est pas l'Occident forcément qui est... C'est nous le problème. Le fond du problème, c'est nous. Même s'il y a derrière l'Occident, mais le fond du problème, c'est nous. Il faut bien préciser que ces jeunes-là, ce sont pour la plupart des jeunes désœuvrés qui sont payés pour être auprès de Biya et l'applaudir. Et parce qu'on allait chercher des jeunes à l'université. On va chercher des jeunes à l'université à qui on donne 2500, une boîte de sardines, et un morceau de pain. On leur dit allez applaudir Paul Biya quand il va descendre à l'aéroport. Aussi, il y a beaucoup qui sont là, qui sont des organisations villageoises, des organisations tribales aussi. Et la plupart du temps, ces organisations ont des associations, des personnes qui viennent chanter Paul Biya, Ayop et tout. Et demandez-vous pourquoi ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on a un rythme musical qui vient des peuples de la forêt, des Fambeti Boulou, qu'on appelle le Bikouti. Le Cameroun a pratiquement, on va parler de 4 grands groupes, à savoir les Fambeti Boulou, le peuple Sawa et la zone sahélo-sahélienne dans le nord, et on a le peuple Grassfield. Et il y a une multitude de rythmes musicaux, mais demandez-vous pourquoi depuis 41 ans, à chaque fois que Biya descend à l'aéroport, on ne chante que le Bikouti. Pourquoi? Il y a le Bentikin, il y a le Bentikin, il y a le Makossa, il y a beaucoup d'autres. Donc ces jeunes-là, non seulement sont payés, il y a beaucoup également qui sont issus des groupes qui pensent que Biya est le frère du village et que Biya ne doit pas partir, surtout pas. Il faut qu'il reste là le plus longtemps possible pour pérenniser leur domination comme ça sur les autres populations ou d'autres groupes tribaux. Patrice? Bon, c'est vrai que là, on a un peu basculé sur notre sujet. C'est vrai que moi, je souhaitais... bonjour, déjà, Bertie. J'aurais voulu, moi, surtout revenir sur le sujet de l'immigration, enfin, la migration, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important. C'est vrai que nos populations qui sont sur le continent africain ont cette vision que tu as eue au départ avant de partir, et c'est bien que tu l'aies effectivement, que tu en aies fait un livre, que tu aies raconté un peu les déboires, parce que moi j'ai un peu parcouru le livre, j'ai vu qu'effectivement tu as eu beaucoup de dans les différents pays que tu as traversé, c'était pas évident. Enfin, là tu vas nous évoquer effectivement les différents assassinats au Maghreb. Comment tu peux, effectivement, est-ce que c'est quelque chose que tu encourages? Est-ce que c'est encore quelque chose que tu encourages parce que toi, tu as réussi à passer, à faire la traversée? Mais qu'est-ce que tu dirais, effectivement, à nos jeunes qui sont encore sur le continent? Est-ce que c'est quelque chose, finalement, tu leur dirais, bon, c'est une épreuve, c'est l'épreuve du feu, si vous la passez, ben, c'est bien pour vous? Ou est-ce que tu les inciterais peut-être plus à plus s'accaparer l'économie, on va dire, sur le continent, comment reprendre la main de cette économie et peut-être pas se laisser mais comment reprendre berner. La main si tout est... Pour reprendre la main, déjà, il faut que le gouvernement en place donne les moyens aux jeunes. Alors, il faut savoir que le Cameroun c'est l'un des pays où l'industrie est la plus dynamique. Alors c'est vrai qu'on donne une mauvaise image souvent du Cameroun. L'industrie, elle est dynamique. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, je suis sûr. L'industrie du Cameroun même ou les multinationales étrangères? Non, quand je dis l'industrie, parce que le Cameroun à 80%, c'est géré par les étrangers. En tout cas, il y a une forte communauté économique, d'accord, parce que quand tu vois par exemple les régions qui sont autour, que ce soit la Brazzaville, que ce soit la Centrafrique, même le Gabon, c'est souvent le Cameroun qui les fournit qui les fournit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un dynamisme économique qu'il faut reconnaître. On peut pas dire, ça c'est une évidence. On peut pas dire que le Cameroun, qu'on a pratiquement partout dans le pays, qui arrive à gratter quand même ce gâteau-là, ce gâteau national, ils arrivent quand même à faire des choses, alors qu'ailleurs, on ne trouve pas forcément ça. Oui, voilà, mais c'est dire que, donc c'est dire que économiques camerounais qui font beaucoup de boulot, voilà. Tout à fait. On peut même dire aussi, en plus que je pense que j'ai vu que récemment, tu as félicité Jean-Paul Pougala, que c'est quelqu'un que moi je suis aussi beaucoup, et qui aussi anime aussi toute économie. Et donc, effectivement, souvent on dit que le Cameroun, c'est la petite Chine.
Donc il y a quand même des choses qui se passent au Cameroun. Et effectivement, ce que j'aime dans certaines démarches, par exemple de Jean-Paul Pougala, c'est vraiment d'inciter effectivement à créer ces emplois locaux. Justement, il le faut, c'est ce qu'il faut encourager. Mais moi, ce que je dis concernant ça, toujours, ça reste une question assez compliquée, hein, parce que je ne vais pas cracher sur ce que j'ai aujourd'hui en France. J'ai pu réaliser quand même quelques petits projets au niveau du bled. Je ne vais pas cracher dessus. Moi, ma vie en France, je ne dirais pas que je suis malheureux. Mais maintenant, comment répondre à cela quand il y a des gens qui disent qu'ils veulent venir comme moi, alors que moi, ma vie aujourd'hui, elle est meilleure que ce que j'avais il y a peut-être 10 ans de cela. Ça reste une question assez complexe. Mais bon, ce que moi je dis, c'est que les gens ont le droit de venir. Je ne vais pas empêcher les gens de ne pas... Voilà. Les gens ont le droit de venir, mais moi, tout simplement... Mais en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on retourne dans le passé, on n'est pas les seuls à quitter nos pays. Hein. Justement. Donc, pourquoi quand c'est nous, c'est dramatique, on ne devrait pas, alors que 2 siècles ou 3 siècles avant, on voyait bien d'autres personnes de différents pays dans le monde, d'ailleurs, quitter leur pays pour aller aux États-Unis. Il faudrait juste que cela soit encadré. Parce que quand on voit les Chinois qui vont à travers le monde, ils vont quand même avec leur passeport, ils prennent un avion. Le gouvernement en place a mis sur pied un véritable système pour permettre aux Chinois d'aller chercher, pour revenir développer le pays. Alors que Paul Biya, dans son discours, dit aux Camerounais, allez chercher, venez développer le Cameroun, mais il ne donne rien pour partir. Il ne facilite pas. Oui. Tu es quelqu'un de très militant. Est-ce que tu penses que tu supporterais un régime chinois au Cameroun? Si, bien sûr. Ah bon? Ah oui, tout à fait. Un régime chinois? Tout à fait. Tu sais que c'est un parti unique et que Xi Jinping vient de se mettre président à vie. Enfin, je sais pas si pas très bien. Être président à vie, c'est pas ce qui me dérange. Hein. D'accord. Mais moi, Biya, 41 ans au pouvoir. Vous croyez que les Camerounais seraient en train de se plaindre en disant que Biya, 41 ans, ça fait trop? Si il avait mis des autoroutes à perte de vue, il avait mis des hôpitaux partout, il avait construit ce tissu industriel, si Biya avait fait tout le nécessaire qu'il faut pour le peuple camerounais, à un certain moment on aurait dit bon, papy, tu es fatigué, va te reposer. Mais avant cela, les Camerounais veulent manger, ils veulent aller à l'école, ils veulent se soigner dignement, les Camerounais veulent avoir un travail, ça c'est leur préoccupation quotidienne. Donc la Chine, qui est dans le système unique, dictature, parce que tous ces pays du monde dits démocratiques sont ceux-là qui courent en Chine, bien sûr, pour avoir des prêts. Tout à fait. Mais la Chine, moi, je suis effectivement, la Chine, c'est vraiment un des pays qui me fascine dans la façon dont elle s'est construite. Mais le parcours pour arriver à ce niveau-là, est-ce que nous serions en mesure de pouvoir le tenir? Parce que il suffit juste qu'on ait des dirigeants qu'il faut. C'est d'une extrême violence. Il faut une réelle volonté politique avec des dirigeants qu'il faut. Nous allons arriver à ce niveau-là. Je suis d'accord, mais il y a quand même une extrême violence. Oui, mais peut-être ce serait le prix à payer. Peut-être on réduise au niveau des libertés individuelles, qu'on essaie de réduire un certain nombre de choses pour atteindre un but. Oui, s'il faut le faire, pourquoi pas passer par là? Oui, mais moi je trouve que c'est en contradiction avec ton militantisme, parce que j'ai l'impression que tu cherches à plus de liberté, plus de démocratie. Non, c'est pas forcément cela. La démocratie telle qu'elle est pratiquée, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Hein. Nous avons des cas en Afrique, si on retire le fait que un président comme Kagame, à côté, évidemment, par l'Occident interposé, pose des problèmes à l'est du Congo. Il y a des graves violences là-bas. Kagame est un très bon dirigeant. Bien sûr. Mais le roi du Maroc, il est au pouvoir, c'est un royaume. Le roi du Maroc, moi je demanderais à avoir un roi comme ça dans mon Cameroun. En 10-15 ans, le Cameroun va se transformer. Le Cameroun va se transformer à une vitesse incroyable. Le roi du Maroc a pris le Maroc. Le Maroc n'était pas grand-chose, en 99, je crois. Regardez aujourd'hui le Maroc, à quoi ça ressemble. Moi, j'ai vécu dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce pays est développé. Il a transformé ce pays. Et dites-vous que les Marocains se plaignent toujours. C'est pas assez. Mais avec toutes les richesses que nous avons dans un pays comme le Cameroun, le bois, le pétrole, tout ce qu'il y a comme richesse. Mais donc, ce que tu dénonces... Au nord Cameroun, les enfants vont à l'école, après avoir fait 10 km sans eau potable et autres, sont assis à même le sol. Il n'y a pas de table-banc, alors qu'on a des forêts partout. Mais il y a juste des choses qui sont insupportables.
C'est quand même la première puissance, en termes d'économie, aujourd'hui le Cameroun, c'est quand même le moteur de l'Afrique centrale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont un budget de plus de 6300 milliards de CFA. Oui. Donc, ça, c'est ce qu'on dit, mais sur le... Mais concrètement, sur le terrain, est-ce que le Camerounais n'arrive pas à manger? Le problème, c'est la production, pas à se soigner. Voilà, comment toi tu analyses justement que d'un côté ça soit un pays moteur pour la sous-région, la sous-région CEMAC, et d'un autre côté tu as une population qui n'arrive pas à se nourrir, qui n'a pas accès à l'eau potable, qui a des difficultés pour aller étudier. Il y a aussi des conflits aussi. Est-ce que le problème il n'est pas plutôt en termes de mentalité plutôt que de dire que c'est le régime en place? Est-ce que tu penses que si c'était un autre régime qui était en place, on passerait de jour à la nuit? C'est vraiment la question que je me pose en fait. Tout à fait. Le tout, c'est d'avoir les dirigeants qu'il faut. Malheureusement, pour le cas du Cameroun, en ce moment, nous avons des piètres dirigeants et c'est choquant parce qu'on a à côté un peuple qui est dynamique, un peuple qui est travailleur. Les Camerounais, partout où vous allez aller dans le monde, vous avez dans les grands laboratoires des Camerounais. Vous allez aller, je ne sais pas, dans l'automobile, vous allez voir des Camerounais. Dans les banques, vous allez voir des Camerounais qui, partout, font des choses merveilleuses. Mais leur propre pays, le Cameroun, est une catastrophe. On a une population dynamique, mais avec des dirigeants médiocres, encore plus que médiocres. Malheureusement, je pense que si on avait les dirigeants qu'il fallait, le Cameroun, au bout de 10 ans, tout simplement, serait sur le toit de l'Afrique, avec tout ce qu'on a comme potentiel. Alors, tout à l'heure, Nico a posé la question de « et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ?» Du côté de l'Union, de l'Union, non, tu ne referais pas. Je resterai chez moi, manger mon manioc et tout. Je cherche mes épouses là-bas. J'adore la polygamie également. Voilà, beaucoup de belles femmes, il y en a. Du côté, je pense qu'on va faire une autre émission. Alors, du côté de... La Saint-Valentin, c'est passé. C'était il y a quelques jours. En fait, il y a beaucoup de contradictions, mais ça fait partie du personnage. Kémy Séba aussi assume d'être polygame. Bon, alors c'est un autre aspect, on fera peut-être une autre émission. Quand on parle justement de cette question de l'immigration, du côté de l'Occident, ils condamnent en fait, ils disent qu'en fait, si ça continue, si ce système continue à se produire, c'est à cause des passeurs. Et justement, tu en parles dans ton livre, Passeurs, un métier sans cœur. Oui, parce qu'il y a une économie en fait finalement. En fait, c'est aussi ça que je voulais mettre en avant, c'est que derrière les migrants, il y a aussi quelque part des gens qui se font de l'argent sur les migrants. Alors justement, qui créent une économie dessus. Ouais, je vais lire, parce que c'est qui ces passeurs? C'est des Africains, ils viennent de partout. Ils viennent de partout. Alors, je lis donc la page 101. Il s'agissait bel et bien de congénères africains qui ne faisaient aucun cadeau aux leurs, qui ne ressentaient aucun devoir de solidarité envers eux. Tous ces voyous ne pensaient qu'à une chose, faire du chiffre. Sans expérience en domaine de migration, je ne pouvais à ce stade de l'aventure rien déceler de leur part d'ombre. Ce fut au fil des jours et des semaines que je finis par découvrir avec effroi leurs activités criminelles. Ainsi, je les voyais se lier aux Maghrébins pour spolier leurs propres frères subsahariens, ce que je trouvais absolument choquant et révoltant. Il est toujours abject de constater que les candidats à l'immigration provenant des régions centre, ouest et est de l'Afrique continuent de tomber accidentellement sur tout un maillage de rabatteurs nigériens, ghanéens, gambiens, éthiopiens, somaliens, sénégalais, mais surtout sont contraints de pactiser avec des Nigérians totalement dénués de scrupules, lesquels sont rattachés depuis leur pays à de vastes réseaux très puissants. Waouh! C'est très intéressant. Donc en fait, les passeurs, oui, c'est une mafia. Moi, c'est un système qui entretient aussi tout ça, en fait. Oui, il y a une économie derrière. On parle beaucoup plus du Maghreb, mais il ne faut pas oublier que ça commence en Afrique. Donc en fait, toi, quand tu décides de partir, comment tu fais? Comment tu rencontres le passeur? Ça commençait comment? Non, le passeur, c'est à partir du Nigeria. En fait, c'est que je ne me rends pas compte, mais je voyage normalement de Yaoundé, je vais en Gaoundéré, je passe par la route, le nord, normalement. Oui. Mais une fois à Yola, on tombe sur des gens qui nous disent gentiment, non, vous partez, ok, bon, venez. Et on nous met dans un taxi qui nous amène à Dimeta. Mais c'est le même réseau, en fait.
On ne se rendait pas compte au départ. C'est-à-dire qu'on arrive à Dimeta, mais il a déjà appelé quelqu'un qui va nous accueillir là-bas. Et la chaîne se poursuit. On paye encore. Et de Dimeta, on continue à Agadez, c'est pareil. On paye, c'est le même réseau jusqu'à Agadez, justement. Voilà. Et à partir d'Agadez, maintenant, il y a ce croisement-là avec maintenant des passeurs, mais qui sont plutôt maghrébins. Donc à partir de ce moment-là, des liens se forment et tous ils ont des contacts. Voilà. Il y a aussi quelque chose, excuse-moi, il y a aussi quelque chose que tu racontes aussi, c'est vraiment toute la partie raquette. C'est-à-dire que vraiment il y a beaucoup de raquettes dans cette. Mais puisqu'on est en survie, est en survie. Il y a des gens qui viennent, qui s'organisent. Bon, entre nous migrants, voilà, j'ai mon couteau, j'ai un couteau ou j'ai quelque chose pour intimider les autres. S'ils sont plus faibles, bah moi je prends ce qu'ils ont. Et voilà. Ah non, ça jamais. Oh là là. Alors, quand je parle de raquettes, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on te demande de retirer de l'argent à des endroits un peu improbables pour pouvoir continuer ton voyage. Il y a ce côté-là évidemment, des gens qu'on garde d'ailleurs, qu'on enferme dans des petits enclos, donc on garde comme ça en disant bon voilà, ils sont maltraités au quotidien. Tu es obligé d'appeler quelqu'un au pays. C'est quand justement on assassine Mouammar Kadhafi qu'on découvre l'horreur en fait. C'est quand on l'assassine qu'on se rend compte des conséquences de l'avoir assassiné. On découvre, le monde entier découvre qu'il y a des Africains qui sont réduits en esclavage en Libye. Qui vivent dans des conditions terribles. Oui, c'était déjà le cas à l'époque de Mouammar Kadhafi lui-même. Oui. C'est pas forcément après. Mais en fait, ça veut dire que c'était le cas, mais c'était pas si. C'était pas si flagrant. Parce qu'en fait, la Libye, Mouammar Kadhafi avait conclu des accords avec notamment l'Italie, certains pays européens pour endiguer la question, les migrants. Vagues, oui. Voilà. Donc, quand on l'assassine, quelque chose se passe en fait. On se dit mais c'est un système, c'est dramatique en fait. Oui. Et on reste, nous qui observons tout ça, je pense que la communauté africaine a été totalement sidérée et on est dans une forme d'impuissance parce qu'on se dit mais comment ça peut être possible et comment on peut faire. Tu as ton parcours, c'est comme tu le dis, hein, folie et calvaire des migrants. Quand on est dans cette situation, est-ce qu'on appelle au secours? Comment on peut se faire entendre? Et moi, je sais que j'ai reçu des appels de personnes qui me disaient « Madame Eugénie, aidez-nous ». En fait, on ne sait pas quoi faire. D'ailleurs, la question sur laquelle je voudrais rebondir, c'est... Mais c'est vrai que toi, tu as fait ce parcours, tu as ce témoignage, tu as cette expérience. Est-ce que tu as pu être approché par nos États, même si le Cameroun n'était peut-être pas forcément en bon accord avec eux, mais peut-être il y a d'autres États qui auraient pu peut-être te contacter et dire voilà comment gérer ce côté migratoire, comment aider les gens sur place. Parce que c'est vrai que ce qui est souvent reproché à nos États, c'est qu'on a l'impression d'être laissé pour compte. Oui. C'est-à-dire que quand on est africain, dès qu'on sort du pays, c'est débrouille-toi, c'est quoi? C'est la loi. Après, je pense que derrière, il y a quand même aussi un côté économique. Je rebondis un petit peu sur ce que Jenny disait. Il y a peut-être 2 siècles, quand il y avait d'autres populations qui migraient sur des terres. Je pense par exemple aux Irlandais. Voilà, mais les Irlandais, ils allaient aux États-Unis. Ils s'organisaient. Justement, c'est ce que je disais. Il y avait quand même une structure économique. Il y avait une structure, il y avait quand même un certain encadrement. Les Chinois, ils se déplacent à travers le monde. Tout à fait. Il y a des gens qui voyagent encore. La France, il y a des gens qui sont partis d'ailleurs pour venir bâtir la France également. Mais tout ça, quand même, il y avait derrière une réelle volonté politique de faire en sorte que ceux qui sont là-bas, qui soient, par exemple, moi, pour mon livre, j'ai dû me rendre à l'ambassade du Cameroun pour déposer des exemplaires pour leur dire voilà. Moi, j'attendais par exemple qu'on me dise par rapport à votre livre, voici ce qu'on peut faire. Accueilli le livre. Voilà, c'était. Mais est-ce que c'est parce qu'ils se sont peut-être qu'ils sont dépassés? Est-ce que c'est pas qu'ils se sont dépassés? Je m'attendais par exemple à ce que la chaîne de mon pays, la CRTV, m'accorde une interview par rapport à mon livre. Ce n'est jamais arrivé. Je suis passé sur Equinox. Jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé. Le livre est paru depuis 2020. Je suis passé à Equinox qui m'avait invité pour parler de ce problème-là. Ailleurs, je suis sollicité.
Mais malheureusement, je ne peux pas me déplacer en ce moment à cause de mon fameux problème de passeport, comme vous le savez. Je suis interdit de passeport, donc j'essaie de faire le nécessaire, mais ailleurs, quand même, voilà, ça essaye de bouger. Mais je m'attendais à quelque chose de vraiment significatif venant du gouvernement de mon pays, après avoir produit un tel livre qui est lu par beaucoup de gens et beaucoup apprécié. Alors, explique-nous, Bertrand, pourquoi tu es interdit de passeport? Non, c'est tout simplement dû au fait que je dénonce le régime en place et puis... Donc, à l'ambassade, on te dit non. On te dit, on te répond pas en fait. Pour l'instant, je suis un peu perdu. Il y a peut-être une voie qui s'ouvre, j'espère bien, parce que les autorités d'ici me disent non, votre passeport n'est pas à l'ambassade du Cameroun. On a tout essayé, mais il n'y a pas votre passeport ici. Quand je rentre en contact avec ceux du Cameroun, ils me disent votre passeport a déjà été envoyé. Donc finalement, je suis un peu perdu, mais ça va se régler. Ça va se régler. J'ai confiance. Aussi ça que va se régler. L'opposition, je parle d'opposition camerounaise, elle est assez... elle se laisse pas faire. En tout cas, en France, l'ambassade du Cameroun a été... il y a quelques années, 2019, a été saccagée. Voilà, donc forcément, janvier 2020, l'État camerounais voilà, tu fais peur, sûrement. Et on veut te montrer que tu embarrasses les gens. Non, c'est pas ça. C'est un problème beaucoup plus... c'est un problème... les gens, à un certain moment, ont essayé de... C'est surtout ce qui me dérange. De voir qu'il y a des jeunes Camerounais qui sont partis... ils appellent ça le saccage de l'ambassade du Cameroun. Mais à côté... ils n'essayent pas de comprendre la douleur de ces enfants qui ont posé ces actes. C'est ce qui me choque le plus. Justement, alors explique-nous, parce que c'est vrai que quand j'ai introduit l'émission, j'ai parlé de l'activisme qui est parfois violent. Et alors c'est quoi? Qu'est-ce qui les a motivés à justement saccager l'ambassade du Cameroun? J'ai envie de préciser ceci, il y avait beaucoup de Camerounais ce jour-là à l'ambassade du Cameroun, moi y compris, j'y étais, mais à aucun moment je suis allé dans l'intention de détruire notre maison commune. C'est notre maison. Je ne peux pas me rendre à l'ambassade pour aller casser, voler des trucs, c'est pas possible. Et justement dans mon échange avec les autorités, je leur avais dit, vous avez très bien vu à travers les caméras que j'étais plutôt parmi ceux-là qui essayaient de dire aux gens, ne cassez pas. On n'est pas venu ici pour ça. Parce que ça survient dans un contexte bien précis. C'est qu'au Cameroun, à l'instant même, il y a une manifestation. Alors j'entends du bruit de l'autre côté. Je me permets de dire de baisser un peu parce que les choses se passent ici. Donc, de l'autre côté, il y a une manifestation pacifique au Cameroun. On tire sur Madame Doki, on tire sur Célestin Djamène, on tire sur les manifestants sans armes. Et donc, il y a une manifestation parallèle à Paris, en soutien à ceux qui sont en train de se battre au pays. Et c'est dans ce contexte-là que ça survient. Il fallait porter la cause et faire en sorte que les médias relaient l'information. Donc, quand il y a l'action qui est posée, le but n'est pas d'aller casser ou de détruire quoi que ce soit, mais ça peut arriver toujours que dans ce genre d'opération, qu'il y ait des gens qui aient d'autres intentions. Mais ce qui est intéressant à comprendre, pourquoi il y a eu cette douleur? Pourquoi ces jeunes-là posent ce genre d'acte? Il aurait fallu discuter, il aurait fallu parler de plein d'autres choses, mais il y a toujours ce mépris-là, en disant taisez-vous, soit vous êtes jeunes, vous êtes des voyous. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire « Ah, c'est des casseurs d'ambassade ». Il n'y a pas ce dialogue-là, franc, sincère, qui s'installe pour dire qu'il y a un problème, essayons de le régler. Donc, à côté, il y a beaucoup d'autres choses. Comment on traite les Camerounais? J'étais encore avec deux jeunes la dernière fois, il y a 2 jours, qui m'ont appelé pour me dire « Mais Bertie, je n'y parviens pas à l'ambassade du Cameroun. J'ai payé ceci, j'ai payé cela. » Je dis « Mais
tu as certainement payé, va là-bas rencontrer les autorités, ils vont régler ton problème. Mais quand je parle de ces problèmes, il est question de se mettre tous ensemble pour qu'on règle cela. Il n'est pas question de se plaindre aujourd'hui, mon problème est réglé, j'attends 5 ans après, ça ne me concerne plus. Et c'est justement ça le vrai problème. Il y a eu des avancées, il y a eu une nette amélioration. Aujourd'hui, quand vous allez à l'ambassade du Cameroun, vous êtes traité différemment. Les choses avancent, il y a beaucoup plus de respect, il y a même beaucoup plus de dialogue. Moi, je suis allé à plusieurs reprises, j'ai été reçu par monsieur l'ambassadeur et les autres. On a discuté, c'est notre maison. C'est un droit, ce n'est pas une faveur que d'arriver et dire qu'on veut voir l'ambassadeur de son pays. Il est ici pour les Camerounais. Il est payé par le Cameroun pour faire ce travail. Donc, voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Quelque part, on n'est pas parfait dans ce qu'on fait. Nous sommes d'ailleurs, pour la plupart des jeunes, sans expérience politique, on fait avec les moyens qu'on a. Mais ça me gêne, ça me peine. Moi, par exemple, pour le projet de ce livre, j'avais déjà signé un contrat avec une maison de production pour la version, n'est-ce pas, film documentaire du livre. J'étais censé aller au Maroc pour le tournage. Tout ça a été annulé parce que je n'ai pas de passeport. J'étais censé aller en Côte d'Ivoire. J'étais censé organiser des séances de dédicaces, toujours pour porter cette cause-là et dire aux dirigeants, pas seulement camerounais, parce que c'est un problème global, et leur dire qu'au moment où nous sommes en train de parler, au moment où vous êtes en train d'empêcher les jeunes de s'exprimer, les gens sont en train de mourir dans la mer, beaucoup sont en train de mourir dans le désert. C'est un problème qu'on doit porter, et qu'on arrête de minimiser. Alors, je vais passer la parole à Nico et Patrice. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre avec tout ce qu'on vient d'entendre. Bertrand, parce que bon, c'est vrai que ton parcours, il est quand même très très riche. Et bon, tu viens de dire qu'on n'a pas de parcours politique. Finalement, en faisant de l'activisme, il y a quand même aussi un... Oui, évidemment, oui. Ah oui, il y a quand même un côté politique. Évidemment, il faut quand puisque même... c'est de l'activisme politique. Mais après, je veux dire, on n'est pas des experts sur les questions politiques en tant que telles. Mais avec nos moyens, voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Oui, mais quelque part, tu as une expertise que peut-être certains experts n'ont pas. On est d'accord par rapport à ça. Peut-être que je me sous-estime aussi. Non, mais en fait, moi, je voulais comprendre, tu sais, quand il y avait l'événement à l'ambassade, qu'il y a eu des casseurs, toi, tu as fait partie, selon tes dires, des personnes qui ont essayé de tempérer, voire de demander aux gens d'arrêter. Est-ce que les gens qui étaient dans le même état d'esprit que toi, à savoir donc pacifistes, ils ne sont pas arrivés à la conclusion que finalement c'est peut-être le pouvoir qui a mélangé en fait des personnes avec vous et qui ont participé en fait à ces casses-là et comment après peut-être qui sait, parce que je sais très bien comment ça a commencé, là où nous étions, ce qu'on s'est dit avant de partir. Il n'y avait jamais eu à aucun moment cette colère de dire on vient pour... Il y a même des gens d'ailleurs ce jour-là qui appelaient pour dire mettez du feu, nous on est dans le taxi, on est bloqué dans les embouteillages, mettez du feu, nous on arrive, il faut mettre du feu. Mais j'étais choqué, j'ai dit mais c'était pas le but, c'est notre maison. Encore que moi, quand on est dans mon parcours, si on me demande la dernière fois que tu as bagarré, tu as donné un coup à quelqu'un, je ne m'en souviens même pas, peut-être j'avais je sais pas quel âge, je suis pas quelqu'un de violent du tout. Même dans l'activisme et autres, moi j'ai une certaine façon de fonctionner. Moi je suis beaucoup plus dans la sensibilisation, mais ça peut arriver. Et donc l'essentiel, concernant encore cette affaire d'ambassade et autres, il était question de discuter, il était question d'échanger. Mais quand les gens ont toujours du mépris pour vous, en vous disant que vous ne représentez rien, ça donne ce que voilà. Moi je voudrais juste rebondir sur la question du mépris, parce que c'est vrai que c'est un mot que tu as souvent réutilisé, mais est-ce que c'est pas méprisant d'appeler des gens des sardinards? Parce que finalement, vous désignez d'autres personnes. Le fait de recevoir une boîte de sardines et puis un peu d'argent, vous l'avez traité de sardinard. Et même, justement, on parlait même de Jean-Paul Pougala tout à l'heure, lui aussi a été traité de sardinard. Donc finalement, vous mettez tout le monde de sardinard dès lors qu'on est un peu en accord ou sur la même... Moi, je vais surabonder en disant que est-ce que c'est pas un peu dans la mentalité des Camerounais de prendre les gens aussi un peu de haut. Je sais pas pour critiquer. Hein, oui, il y a ce côté-là, évidemment. Il y a ce côté-là. Voilà, donc quelque part, c'est un peu retour à l'envoyeur, quoi. C'est une mentalité, en fait. Oui, je comprends, hein, pour revenir sur l'affaire de Sardina.
C'est pas aussi respectueux, mais entre nous Camerounais, hein, quand on dit vraiment sardina, c'est fair play. Hein. Chez nous Camerounais, ça gueule beaucoup. Il y en a beaucoup qui l'ont mal pris quand même. Oui, il y a ceux qui le prennent mal. Il y a aussi, c'est pas aussi gentil de traiter les autres de tontina, d'ethno-fascistes. Parce que nous autres, on nous traite aussi de tontina, ethno-fascistes et des frères du village de Kamto. C'est souvent ça. Les frères du village de Kamto, c'est ça que tu as dit? Ben oui, les frères du village de Kamto. Il a été accusé, à juste titre, il a été accusé. D'ailleurs, quand il allait en prison, c'était l'un des motifs. Il avait dit clairement que nous étions allés faire cette prise de l'ambassade du Cameroun parce que c'est Kamto qui nous avait envoyé le faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que Kamto peut être la solution au problème que rencontre le pays. Il y a beaucoup de Camerounais. Nous avons foi, on continue la bataille. Kamto est le candidat que nous avons choisi. C'est celui-là qui est mieux placé pour diriger le Cameroun, pour ramener d'ailleurs la paix dans les régions anglophones avec la guerre qui est là-bas, que le régime a engagée contre les anglophones, parce qu'ils ont osé dire très haut ce qu'ils pensaient, ce que le régime d'ailleurs en place ne supporte pas. Il y a des exactions d'un côté comme de l'autre, hein. Mais ce qui nous intéresse encore une fois, ceux qui meurent, ce sont des Camerounais, qu'ils soient du côté de l'armée, qu'ils soient du côté des sécessionnistes, ce sont nos enfants qui meurent, ce sont des mamans qui sont endeuillées, ce sont des familles qui sont endeuillées. Donc nous souhaitons cette paix-là, mais encore une fois, celui que nous avons choisi pour diriger le Cameroun, c'était Kamto en 2018, ça sera encore le cas en 2025 ou avant, mais une chose est sûre, il jouit d'une extrême popularité au Cameroun, et c'est le prochain président du Cameroun. Alors, on va passer du côté de la calebasse quand même. On va faire baisser un peu la température. Il a les pieds pas loin de l'eau hein, sur la première de couverture du livre, donc ça va. Il a quand même l'esprit rafraîchi. Bon, alors, la question de la calebasse. Ouais. Quel est le plus beau jour de ta vie? Quand on a vécu ça, tout ce que tu as vécu, Folie et Calvaire des migrants, quel est le plus beau jour de ta vie? Quand tu as vécu ça, quand tu es arrivé ici, aujourd'hui, comment tu pourrais expliquer, nous dire qu'est-ce qui est bien, enfin, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là? Est-ce que la vie pour toi a plus de valeur aujourd'hui, plus qu'avant? Après avoir fait tout ce long parcours, le 12 juillet 2014, quand j'entre en Europe, c'est déjà une victoire. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens mourir, j'ai vu à côté des gens qui ont perdu un bras, qui ont perdu un œil, j'ai vu des gens qui y sont encore, j'ai encore des amis qui y sont. Ils y sont encore. Ils n'ont pas eu la chance d'entrer malgré toutes ces tentatives. Donc il y a déjà cette première victoire, parce que je ne suis pas mort, c'était déjà un exploit, c'était quelque chose déjà de très bien. Mais surtout aujourd'hui, ce qui me comble le plus, c'est le fait que je sois un papa heureux, épanoui. Donc une fois arrivé en France, le 3 mai 2017, mon premier fils, et le 14 septembre 2021, le deuxième. Donc je suis un papa heureux, ça me comble. Qu'est-ce que tu transmets justement à tes enfants en tant que papa? Est-ce que cette histoire, justement, tu vas leur raconter ça un jour? Oui, mon petit qui a 5 ans et demi, bientôt 6 ans, je lui parle déjà. D'ailleurs, quand je vais, parce qu'à côté, je suis également bénévole, de temps en temps, je soutiens les migrants. Donc, deux fois, quand j'y vais, je vais avec lui. Et je lui raconte, papa, il est passé par là, papa était également comme ça. Il faut que tu saches que voilà, pour arriver à ce niveau, j'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Quand tu es dans cette situation, de quoi as-tu le plus besoin? Parce que nous, quand on regarde ça, on ne sait pas en fait. On est un peu dans une forme d'impuissance. Hein? L'affection des autres, le regard. Oui, le regard. La considération. De sentir que quelqu'un te regarde et il voit en toi. Avec humanité. Avec humanité. Souvent, ce n'est pas l'argent qui compte. Parfois, pour survivre au Maghreb, vous avez des gens qui vous disent tenez 100 dirhams, ce qui là-bas est une somme importante. Pardon, c'est l'équivalent, disons, de 10 € ici. Il peut te donner les 100 dirhams. Il te le jette. Il te le jette, genre, comme parce qu'il y en a, ils sont dans leur voiture, avec mépris. Il baisse sa vitre et puis il te jette 100 dirhams. Mais tu auras une maman à côté qui te dit agir, qui te sert un plat de couscous. Oui.
Ça a beaucoup plus de valeur qu'autre chose. Et autres, et qui te dit, j'ai pas plus que ça à te donner, mais là où tu vas, courage, parce que nos enfants également subissent les mêmes choses. Tu as rencontré beaucoup de gens, justement, qui t'ont regardé avec humanité dans ton parcours? Beaucoup. Oui, beaucoup. Heureusement. Heureusement, oui, beaucoup. Notamment, il y a des gens, la dernière fois, j'ai fait un post sur Facebook, les gens me reprochaient carrément cela. Mais tu es passé par le Maroc, les Marocains sont méchants, les Arabes c'est des ceci, pourquoi tu parles en bien d'eux? Je leur ai dit, mais tous n'étaient pas méchants contre moi. Tous ne sont pas racistes. Tous ne sont pas racistes. Les gens connaissent qui étaient super bien avec moi. Mon pote encore, j'étais à Nantes avec lui la dernière fois, c'est un Marocain. Quand je vivais dans le quartier de Haïkarim à Fès, c'est quelqu'un qui était avec moi tout le temps. La moindre difficulté, il était là pour moi. J'ai connu Ahmed Mohan du côté de Melilla. Il vivait à Melilla, il traversait juste, il venait côté marocain. Tous les jours, il donnait à manger, soutenir les gens qui étaient blessés, il soignait. Il y a un certain moment, on peut reconnaître ce qu'ils ont pu apporter. Ouais. Tous n'étaient pas. Mais du coup, comment tu, est-ce que justement, parce qu'il y a beaucoup de migrants aussi encore en France, surtout on voit à Porte d'Aubervilliers, des fois, il y a une horde de Porte de la Chapelle, là. Porte de la Chapelle. C'est terrible. Est-ce que tu es en contact avec ces associations? Est-ce que justement tu peux être porteur de conseils? Comment tu peux effectivement finalement les aider, même si voilà, parce qu'on voit des fois qu'ils sont vraiment mal en point, on les sent pas très bien. Que faire? C'est surtout ça qui est triste en fait. C'est-à-dire que faire tout ce chemin et arriver, échouer dans les rues, finir à Porte de la Chapelle, commencer à se droguer. Moi, j'ai connu des gens, ils étaient vraiment lucides, avec toute la fraîcheur physique quand ils arrivaient. Et 5 ans après, ils sont tombés dans la drogue, le hashish et tout ce qui va avec. Mais je pense que même le plus dur aussi, c'est parce que je connais beaucoup de personnes qui sont passées par là. Le plus dur, c'est on commence à perdre son humanité quand on ne peut même plus se laver, en fait, quand on ne peut plus prendre une douche. Justement, parce que finalement, être humain, ça tient à peu. Ça tient, voilà. Justement. Quand tu n'es pas propre sur toi, quand tu cherches un endroit pour aller faire tes besoins naturels, quand tu veux demander de l'argent dans le métro, et c'est bien de le dire pour ceux qui nous regardent en Afrique, on ne peut pas empêcher les gens de quitter leur pays, mais il faut s'attendre à vivre des choses très, 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 très difficiles. Il faut le dire. Et ces gens-là, souvent, il faut le dire, ils échouent. Pourquoi? Parce que une fois ici, il n'y a pas un système mis sur pied pour faciliter leur intégration. Mais ils sont jetés comme ça. Mais il y a quand même débrouiller. L'État français quand même met en place des. Oui, justement, l'État ne peut pas tout faire. Oui, justement. Il y a des structures, je suis d'accord. Oui. Mais je pense qu'avant d'attendre quoi que ce soit de l'État français, en tant que communauté, on peut s'organiser. Parce que c'est facile. Justement, moi j'aimerais bien que tu nous... Peut-être qu'on fera une autre émission, mais où tu nous donneras des solutions. Parce que c'est pas tout que de condamner. C'est pas tout que de condamner. C'est tellement complexe. Justement. Moi, je me rappelle que quand je suis allé au Cameroun la première fois, et je l'ai constaté dans beaucoup de pays africains, quand je voyais le phénomène des enfants des rues, j'ai vu au Sénégal, c'est effarant à quel point ces enfants... Bon, voilà, ils sont là, on les éduque, la religion musulmane, enfin, voilà, on les éduque à ce qu'ils aillent mendier. Oui. Et la première fois que je vois ces enfants au Sénégal, je tends un billet de 5000 francs CFA. Et la personne, mon confrère qui m'accompagnait, me dit, mais c'est fou ce que tu es en train de faire. Mais comment on peut voir la misère ambiante, voir des enfants dans la rue et ne rien faire? Et on se rend compte que les gens sont habitués. Tu vois ça au Sénégal, tu vois ça en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça au Cameroun. On voit des enfants dans la rue, dans l'indifférence générale. Et comme nos États n'ont pas forcément les structures qu'il y a ici, mais on est en train de, d'élever... En fait, c'est des bombes à retardement, ces enfants. Exactement. Comme on a tellement... Il y a des centres et tout ça. Moi, je suis africain, je suis authentiquement... Je suis dans cette Afrique authentique. Moi, je plaide plutôt pour l'intégration de ces gens dans des familles. Parce que les aider parfois, je pense que de façon ponctuelle, on peut les mettre dans un centre où ils rencontrent. Mais ce sont des cas où tu te retrouves finalement avec des gens qui ont le même parcours que toi, vous vous racontez les mêmes choses. Il n'y a pas de sortie en fait, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'espoir.
Mais au moins, c'est déjà bien de les mettre quelque part où ils sont au chaud, ils ont un repas chaud. On va y revenir. Mais il est important de les intégrer dans les familles, que les communautés se déploient pour intégrer les gens dans les familles au fur et à mesure. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je propose qu'on fasse prenne un autre rendez-vous pour parler cette fois-ci solutions concrètes pour accompagner justement nos gouvernements qui doivent vraiment se pencher sur cette question de la migration, de l'immigration. Merci Bertie Le Camit d'avoir été notre invité sur Vox Africa. Merci messieurs les experts et merci à vous qui avez regardé cette émission. À très bientôt. Je vous remercie.